Il y a une accélération du changement, et peut-être qu'on peut considérer que le changement fait partie du quotidien. Alors il y a différents types de changements, ça peut être un changement plan licenciement collectif, fusion, rapprochement d'entreprises, et donc je pose la question de la fusion des équipes, des outils de travail, quid de l'encadrement, quid du taux d'encadrement, quid de la diffusion de pratiques homogènes permettant à ce que le travail se fasse. Et puis, il y a des changements qui sont, je dirais, plus quotidiens. Je vais, par exemple, citer l'exemple du réaménagement des espaces de travail. Je bouge d'un étage, je me rapproche d'une autre équipe. Et puis, il y a toutes les évolutions un petit peu micro, de type les nouveaux outils de travail. Je suis dans un centre de relations clientèle, je travaille sur un logiciel, et au cours de mon année, j'aurai eu 2-3 évolutions du même logiciel. Donc on pourrait continuer, il y a des changements qui sont multiples. Et pour les conditions de travail, alors en général, bien évidemment, on ne peut pas généraliser, il y aura des personnes qui sont exposées plus ou moins fortement à ces différents changements. Et en termes de santé au travail, on peut constater que les personnes qui auront le plus de difficultés seront celles qui, par accumulation de couches de changements, auront vécu le plus de bouleversements plus ou moins profonds ou plus ou moins intenses de leur activité de travail. Par rapport à la banque assurance, la dématérialisation du travail fait que le travail peut être très fortement centralisé et avec un pouvoir de supervision assez fort de la part de l'encadrement de proximité, mais aussi de managers plus haut placés. Et je dois faire des actes précis, circonstanciés et très normés, puisque les modes opératoires dans la banque et l'assurance sont très précis. Et on a pu constater que pour être efficace dans des actes précis et justes, il y a une limite à la polyvalence. Et se pose la question du bon équilibre entre le niveau de polyvalence attendu pour effectivement sortir le gros du travail et en même temps l'opposition par rapport à une spécialisation nécessaire pour bien faire le boulot. Et on a pu rencontrer pas mal de personnes qui éprouvaient des difficultés à s'épanouir dans leur travail dans la mesure où ils pouvaient ne pas se sentir à même de faire le travail tel qu'on l'attend d'eux. Donc là, on rentre dans tout le débat autour de la qualité du travail. Ou la qualité du travail, souvent, quand on est en entretien, c'est le révélateur d'une impossibilité de bien travailler. Et donc cette impossibilité de bien travailler est un signe de débordement. Dans le back-office, en tout cas, il me semble que parfois on peut rencontrer des personnes qui éprouvent des difficultés à exprimer à quoi sert leur boulot et comment est-ce qu'ils se situent dans la chaîne de production globale. Par rapport au réseau, alors bon, on ne va pas généraliser non plus, mais il peut y avoir une tension assez classique entre des objectifs et un volume d'activité à tenir. Et puis en même temps, en agence, je peux aussi devoir décrocher des appels entrants. Donc là, typiquement, je peux avoir un conflit de tâches où les appels entrants peuvent être vécus comme de la pollution. Et du coup, se pose la question, quelle est la souplesse qu'on donne aux salariés dans leur quotidien pour pouvoir faire face à des aléas. Peut-être pour conclure, il me semble qu'il y a une tension, en tout cas à réguler, entre des exigences fortes qui descendent de la prescription et toute l'autonomie, toutes les marges de manœuvre qu'on peut laisser aux différentes personnes pour pouvoir tenir ces exigences, mais avec une certaine souplesse, liberté et réactivité, leur donnant aussi, leur permettant de retrouver un peu de sens à leur activité. Et il me semble que le fait que le travail soit en partie dématérialisé donne aux personnes qui ont en charge l'organisation et la supervision une vision directe d'un état du travail. Et on ne se rend pas nécessairement compte de comment est-ce que moi, en tant que superviseur, alors au sens large, je parle bien sûr, une décision de faire évoluer une organisation ou une pratique professionnelle ou mélanger un service va avoir un impact au niveau micro sur la situation de travail de la personne. Monsieur de Henninck, peut-être vous pouvez nous donner la vision en tant que directeur des ressources humaines d'un grand groupe. Quelles sont, selon vous, les principales évolutions qui ont eu lieu dernièrement et puis peut-être les évolutions futures? Moi, j'ai rejoint la banque le 1er janvier, j'ai signé mon contrat le 1er juillet 2008 et j'ai rejoint la banque le 1er janvier 2009, après 20 ans dans un seul groupe. Et j'avais imaginé que la crise était derrière. Vous vous souvenez sans doute, 2008, crise des subprimes. Mon groupe a perdu 10 milliards
Ça représentait 2% du chiffre d'affaires et nous avons perdu 2 années de résultats complets. La première transformation est celle-ci. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions, et j'arrivais donc de l'industrie, une représentation qui consistait de manière positive et noble, devrais-je dire, le sentiment que la banque, et l'assurance bien sûr, mais la banque participait au développement économique et social et sociétal. En tout cas, nous avions un rôle potentiellement, en tout cas relativement majeur ou tout à fait majeur dans l'économie générale, mais y compris sur le social à travers ce que nous faisions, y compris pour les ménages, pour les particuliers. Et puis, 2008, cette crise terrifiante nous amène à nous interroger sur ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait, comment nous avons pu ne pas nous rendre compte que ceci allait produire les conséquences que nous connaissions, même si nous n'avions pas été à l'origine. Alors, il s'est passé à partir de là plusieurs étapes. Donc, première étape importante de transformation, c'est finalement à quoi servons-nous, de manière très macro. Et on a parlé de la crise à cette époque entre, globalement, la communauté des salariés, y compris des managers, et les dirigeants qui n'avaient pas été capables de sécuriser à la fois l'entreprise, mais aussi sécuriser les clients, puisque nous avons impacté de fait les clients. Que ce soit les clients entreprises, nous avions moins de capacité à financer l'économie, comme l'on dit. Donc, premier sujet, c'est décrochage ou décalage sur, effectivement, ce que nous avions participé à produire, ou en tout cas ce que nous n'avions pas contrôlé, et donc questionnement eu égard à toutes les conséquences que les salariés et les clients ont subi de ce premier choc, de cette première crise. Le deuxième choc important, tout ça est un peu macro, mais c'était le choc réglementaire. Et nous avons depuis accumulé ce que j'appelle un millefeuille réglementaire, une quantité de réglementations nouvelles. Si je prends le seul sujet à ce stade des rémunérations des dirigeants de banques qui avaient été identifiés ou perçus comme ayant été génératrices de risques excessifs. Vous vous souvenez sans doute de ce débat sur la cupidité des dirigeants ou des traders ou des salles de marché qui avaient participé à prendre des risques pour avoir des plus gros bonus. Donc on a mis en place des réglementations, notamment ce qu'on appelle les réglementations des rémunérations différées, des variables différées. Une année, 2011, nous avons eu 3 réglementations sur l'année différentes. Et ça impacte des milliers de personnes dans la banque. Les dirigeants, ce n'est pas les 10 principaux dirigeants de la banque, c'est des milliers, puisque tous les traders sont impactés, toutes les fonctions de risque sont impactées, toutes les fonctions de contrôle et d'audit sont impactées. Une année, sur le seul sujet de mes rémunérations, ça c'est 2012, j'ai eu 5 audits externes, plus mon audit interne qui est obligatoire sur la seule pratique des rémunérations. Et j'allais dire, la rémunération, c'est relativement circonscrit, puisqu'on ne fait pas que ça dans l'entreprise et pas que ça dans la banque. Donc on a aujourd'hui, et je reprends d'ailleurs de manière anecdotique, sur cette évolution réglementaire, c'est la deuxième évolution fondamentale, parfois des difficultés importantes, parce que ça bouleverse les systèmes d'information, ça bouleverse l'activité, et parfois, je reprends votre point, c'est qu'on ne sait plus à quoi sert ce que nous faisons. Parce qu'il s'agit simplement d'être conforme à une obligation réglementaire et d'apporter la documentation pour démontrer que nous aurions fait proprement, ou en tout cas légalement, ce que nous avions à faire. Je veux dire par là que dans notre activité, nous faisons des contrôles, on ne sait pas toujours à quoi ils servent, on n'est pas toujours certain que ça correspond d'ailleurs à cet empilement de lois vis-à-vis desquelles on se trouve être confronté, et ça bouleverse nos activités, nos organisations de travail, nos systèmes d'information. C'est le deuxième élément. Et un troisième élément, je considère comme étant plus important encore, c'est finalement l'évolution des clients. On a 10 000 agences en France, entre Crédit Agricole et LCL. Nous avons fait sur 3 régions une petite étude. Donc c'est pas encore une fois, c'est pas national ce que je vais dire. C'est pas du tout. Je peux pas élargir la conclusion de ce que je vous indique à l'instant à la totalité du territoire et aux 10 000 agences. Mais sur 3 régions, 5% de nos agences n'étaient pas visitées 4 jours sur 5. Pas un seul client sur 4 jours sur 5. Alors encore une fois, ce n'est pas général, mais ça montre bien, et nos salariés se rendent compte évidemment, que la relation au client change. Et que tout ça est assez radical, évolue de manière importante. Est-ce que nous pensons pour autant que les agences vont disparaître? On ne croit pas un instant. En tout état de cause, la relation au client change. Elle a changé à cause de la crise, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que les clients ne comprennent pas qu'on leur refuse un prêt
alors qu'on prend une prime, une amende de 800 millions de dollars sur quelque chose dont ils ne comprennent pas très bien ce qui est finalement l'enjeu pour les clients, mais ils changent aussi parce que le digital, et puis ils changent enfin, et c'est mon 4e point sur les transformations auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est la concurrence. Jusqu'à présent, c'était assez simple, encore que nous faisions de la banque et de l'assurance. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Connaissez-vous le compte Nickel? Nickel Compte, c'est super simple. Vous allez dans un bar tabac avec 30 €, votre carte d'identité, et le buraliste va vous délivrer une carte bancaire en 20 minutes. Cette carte bancaire, il suffit que vous déposiez l'argent liquide au guichet, enfin pas au guichet, au bureau de tabac, soit que vous fassiez un virement d'une autre banque, et vous allez pouvoir l'utiliser dans le monde entier. On voit entrer donc des acteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations, puisque c'est le back-office bancaire qui a la contrainte réglementaire et qui va opérer et nous prendre une partie de nos marges, notamment, ou de la relation, plus important encore, que nous avons avec les clients. Je prends un autre exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse il y a quelques jours, mais Orange lance une banque. Ils vont nous prendre une part de notre gâteau, nous ne le voulions pas. Nous sommes le premier contact des clients en ce qui concerne la banque et l'assurance avec nos collègues banquiers, si je puis dire. Demain matin, nous voyons entrer dans notre métier des acteurs que nous avons un peu vu venir, un peu, mais sans comprendre tout à fait ce qui allait se passer. Donc, si je me résume, c'est assez, comment dirais-je, assez unique finalement dans l'histoire de la banque. Transformation quant à la représentation que nous faisons, nous, clients, mais nous aussi salariés, de ce qu'est l'utilité de la banque, qui était perçue comme étant noble, utile, évolution réglementaire. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je cite une anecdote qui était, dans mon expérience professionnelle, absolument terrifiante et unique. La loi bancaire, vous le savez sans doute, nous a contraints à des fonds propres supplémentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Voilà, il faut que nous augmentions notre niveau de fonds propres quand on prête, pour dire les choses de manière un peu schématique. Ceci nous a amené à faire des choix et donc à réduire. On avait 2 possibilités. On augmente les fonds propres, mais pour les augmenter, il faut aller soit chercher du capital à l'extérieur, à travers une augmentation de capital, soit faire plus de résultats et garder ce résultat, soit diminuer nos charges, soit réduire notre activité. On a fait tout à la fois. Nous avons fermé une activité, 350 salariés, 20 ans d'existence. Une entreprise donc performante, petite entreprise, en République tchèque, performante, efficace, sans aucun souci. Simplement, nous n'avions plus capacité à leur donner ce que nous appelons la liquidité pour aller financer des clients tchèques qui n'étaient plus devenus stratégiques pour nous, compte tenu du fait que nous devions réduire notre taille de bilan et donc globalement nos capacités de financement. Aller expliquer à un groupe de salariés qui performent, qui fait du résultat, qui ne sont plus, entre guillemets, stratégiques, ou que nous n'avons plus capacité à les financer parce que les fonds propres, on va les mettre plutôt en France. Nous, on est très dominant en France, ou dans les pays qui vont servir nos clients français, et que la République tchèque n'est plus une cible. Et c'est incompréhensible pour les clients, incompréhensible pour les salariés. Et là encore, ça participe à, comment dirais-je, enfin voilà, les conséquences un peu brutales de la crise, puis de l'évolution réglementaire. Donc les clients, 3e élément, comme je l'évoquais, les clients changent complètement leur regard et évoluent avec des possibilités nouvelles. Et puis les concurrents, puisque notre marché, nous ne savons plus très bien aujourd'hui qui fait quoi. Un dernier exemple sur ce registre, c'est Bankin. Je ne sais pas si vous connaissez Bankin. Bankin, ce n'est pas une banque, c'est une application qui fait de l'intégration. C'est-à-dire quoi? Vous allez leur donner votre code et ils vont gérer pour vous, sur une application extrêmement, comment dirais-je, ergonomique, votre compte et vous dire à un moment par un message, attention, votre compte LCL est déficitaire, vous êtes excédentaire au Crédit Agricole, faites un virement, etc. Ça, c'est facile, c'est du back-office. Pour autant, ce faisant, ils vont vous prendre la relation avec le client et quand il y aura un crédit habitat ou une assurance à faire, bien, ils vous feront une proposition. Et crac, vous êtes là aussi marginalisé dans notre activité. Donc la transformation est juste radicale. Pour conclure sur cette première question, voyez-vous, ce qui est compliqué, c'est qu'en réalité, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et dans tous les débats que j'ai avec les représentants du personnel, mais aussi avec le management ou le management supérieur de la banque ou de l'entreprise, c'est qu'on est incapable de déterminer ce que nous serons dans 5 ans ou dans 10 ans. Et ça ne s'est jamais produit. La technologie, l'évolution des clients, le cadre réglementaire, la mondialisation qui est faite déjà mais qui nous impacte,
ne nous permet pas d'imaginer ce que sera demain, ou tout à fait d'imaginer. On a des hypothèses, mais aucune certitude, voire des hypothèses incertaines. Voilà. Et ça, c'est un peu nouveau dans le cadre ou le schéma dans lequel nous nous trouvions, et c'est ce qui est générateur, je pense, aussi des difficultés auxquelles nous sommes confrontés collectivement, que ce soit les dirigeants, que ce soit les salariés, la communauté des salariés du métier de la banque et de l'assurance en particulier. Au niveau de l'organisation du travail, on s'aperçoit que certains font le choix de donner de plus en plus d'autonomie aux salariés. On voit un peu une dilution des lignes hiérarchiques. Je sais qu'à Strey, vous avez travaillé sur la notion de l'entreprise étendue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots pour qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement et voir si c'est une possibilité du futur ? Dans notre association, qui est composée d'entreprises, de partenaires sociaux, d'organismes de protection sociale, d'un certain nombre d'experts, de cabinets, soit au service des élus du personnel, soit au service des directions d'entreprise. Donc notre association est composée de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui sont d'accord pour creuser ensemble ce qui se transforme dans le travail et dans le dialogue social en France et en Europe, puisqu'on a une très grosse activité européenne. Et parmi ces multiples transformations, l'une sur laquelle on s'est un peu penché, on a mis en place un lab pour essayer de creuser ces notions d'entreprise étendue. Pourquoi ? Parce que nous sommes, en France, mais c'est le cas aussi dans la plupart des pays européens, on continue à parler de l'entreprise dans les termes d'hier, alors que tout, ou presque tout, est en train de se transformer. Ça fait plus de 30 ans qu'on assiste à une réorganisation totale des processus, qu'il n'y a plus d'entreprise dans quelques branches qui soit encore une entreprise généraliste, mais aujourd'hui, un très grand nombre d'activités sont traitées, co-traitées, sous-traitées avec d'autres. Et ça, c'est vraiment une évolution majeure. Dans le dialogue social, ça n'existe pas. Dans le dialogue social, on a fait l'impasse sur ces transformations. On continue à parler, d'ailleurs, négociation d'entreprise, négociation de branche, négociation interpro. Voilà les 3 mots magiques du dialogue social à la française. Pas un d'entre eux, je dis bien pas un d'entre eux, ne s'intéresse à la question des réseaux et des chaînes de valeur. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas parfois évoqué à l'intérieur de ces périmètres. Ça veut simplement dire que le périmètre aujourd'hui du dialogue social, si vous voulez, n'est plus en adéquation avec le périmètre des organisations. C'est-à-dire, qu'y a-t-il de commun entre les salariés, et je dirais même, au-delà des salariés, les travailleurs, parce que quand on s'intéresse aux formes d'emploi, dans l'entreprise étendue, il y a beaucoup de formes d'emploi aujourd'hui. Et il n'y a pas que celle du salariat. Quelle peut être, si vous voulez, la signification d'une dimension sociale? C'est-à-dire, est-ce que c'est un périmètre où on peut parler, par exemple, de conditions de travail communes? Est-ce que c'est un périmètre où tout simplement il y a un lieu commun pour parler d'un certain nombre de sujets relatifs à la prestation de travail, puisque quand même à la fin, il y a la délivrance d'un bien ou d'un service qui sollicite, je dirais, le concours de travailleurs de diverses organisations. Et donc nous sommes intéressés, nous avons pris un certain nombre de cas. Le cas d'un grand chantier, je pense à l'EPR de Flamanville, le cas d'un très grand centre commercial, le centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon, et un certain nombre d'autres figures qui sont pour nous des figures concrètes aujourd'hui de l'entreprise entendue. Et la conclusion de tous ces travaux, c'est que aujourd'hui, on a énormément de mal à faire émerger quelque chose. On a énormément de mal à faire émerger quelque chose parce que, d'abord, on est dans le domaine du chacun pour soi. On est dans le domaine de la concurrence entre les organisations, mais entre les salariés de ces organisations. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons essayé de creuser, si vous voulez,
quelles pouvaient être aujourd'hui les voies d'avancée. Hein. Alors, les DRH, plus frileux que les DRH en domaine, j'ai rarement vu. Hein. C'est-à-dire que... non, je veux dire, parce qu'on a discuté avec beaucoup de gens, hein, les patrons, les patrons opérationnels se sont souvent, dans nos interviews, montrés plus ouverts, hein, à une mise en commun au moins d'un certain nombre de problèmes, hein, que les DRH qui étaient vraiment tous, absolument tous, le pied sur le frein. J'en arrive à une de nos pistes, hein, qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. On s'est dit comment faire. Alors, on a travaillé bien sûr avec les organisations syndicales. Certaines nous disaient, ben voilà, inventons un nouveau cadre du dialogue social et par exemple, créons des comités d'entreprise, interentreprises. Pas facile, dès qu'on regarde concrètement ce que ça peut vouloir dire. Pourquoi? Parce que d'abord, jusqu'où ça va aller, hein? Est-ce qu'on va aller aux sous-traitances premier, deuxième, troisième, quatrième rang, ce qui est souvent le cas. Mais quand on est en phase d'une construction comme ça, c'est tout de suite quelque chose de très pléthorique. Et puis, surtout, on institutionnalise d'entrée quelque chose qui est encore en train de se construire. Et donc, ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui autour de ce sujet, nous avons appelé ça le dialogue social interentreprise de projet. C'est quoi? C'est une démarche, et ce n'est pas une institution. C'est de proposer à des entreprises qui sont volontaires, hein, qui ont des choses en commun, qui travaillent en commun, hein, de dégager un certain nombre de sujets avec leurs salariés pour travailler ensemble sur ces sujets et de définir, chemin faisant, les processus, l'agenda. Hein. L'important est quoi? L'important est que, si vous voulez, on franchisse les barrières de chacune des unités et qu'on mette enfin autour de la table des gens qui travaillent à la délivrance d'un même bien ou d'un même service, hein, et que ça implique et dirigeants et salariés. Dire que, quelque part, les organisations n'ont rien fait, c'est un petit peu raide quand même. Je vais prendre deux exemples pour illustrer quand même le propos. C'est que c'est vrai que ça s'est fait dans un cadre plutôt informel, mais toute la question autour effectivement de la production de valeur ajoutée, de la compétitivité, y compris de la compétitivité hors coût, là on n'est pas dans le dialogue social institué ou institutionnel à un niveau national, interprofessionnel ou dans les branches, on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé. Quand on prend l'exemple des territoires, où là on est sur des bassins d'emploi et donc des sites sur lesquels il y a des interrelations finalement permanentes entre des donneurs d'ordre, des sous-traitants de tailles différentes. Je prends un exemple que je connais assez bien, il n'est pas loin d'ici puisque c'est ma région, c'est le bassin d'emploi de Saint-Nazaire. On peut se poser la question pourquoi effectivement ce dialogue social territorial porté et très très fortement porté par la CFDT, pourquoi n'a-t-il pas résisté autant? Tout simplement parce qu'autour de la table, les acteurs autres n'en voulaient pas et n'ont pas voulu que ça tienne. Et on était typiquement sur des questions que vient d'évoquer Claude-Emmanuel Triomphe. On était bien effectivement autour des questions. Alors déjà à l'époque on parlait de responsabilité sociale des entreprises. Déjà on s'intéressait effectivement à l'ensemble finalement des relations entre les parties prenantes. Mais bon voilà, il faut le vouloir. Il faut le vouloir donc avec une finalité, c'est quelque part que tout ça, ça puisse servir un certain nombre de bénéficiaires. Et là, en l'occurrence, les bénéficiaires, c'était pas que les salariés du dedans. Hein. C'était les salariés de la périphérie. C'était les travailleurs aussi de la périphérie. Donc on voit bien, on est sur des sujets où on est aussi à la frontière du salariat, donc on est aussi sur des nouvelles formes d'emploi et de nouvelles formes d'activité. Sauf que quand même, un point, enfin, les changements, ils ont été un peu permanents. Et j'ai presque envie de dire, on a tous un parcours professionnel, les uns et les autres derrière nous. Des changements, on en a connu beaucoup, des changements multiformes. Il y a une permanence quelque part de ces changements. Il y a un phénomène nouveau, c'est quand même l'accélération. Et cette accélération aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait, je veux dire, neutre. Hein. Elle se fait parce qu'on est en train de changer complètement au niveau des attentes, des usages, et donc des interfaces. Parce qu'il faut parler un peu des salariés. Mais entre les salariés et les clients, les usagers, les bénéficiaires, ça c'est en train de changer à la vitesse grand V. Alors on dit effectivement c'est le numérique, oui la digitalisation elle y contribue. Mais n'imaginons pas que ce soit que cela. De toute façon ça existe, de fait.
Et ça percute de plein fouet, c'est vrai, les organisations. Et pour le syndicalisme, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que on voit bien que c'est une autre rationalité, quelque part, qui va s'imposer. Mais il y a quand même quelque chose qui restera toujours vrai, c'est comment est-ce qu'on va capter l'individu qui s'appelle un client ou un consommateur. L'enjeu, il est quand même là. Quelles que soient les modalités, si on arrive à prendre ça, et cette relation client, je dirais, quelles que soient effectivement les formes d'organisation, quelles que soient les formes d'activité, les applications qu'on mettra en face, et là vous voyez bien qu'il y a un tas de changements qui sont à l'œuvre, ça va être un élément clé. Mais j'ai envie de dire, pour nous, syndicalistes, et là sans parler du dialogue social, là il y a une question qui est déterminante, c'est est-ce que le syndicalisme a vocation à s'intéresser à ça? Et là je rejoins effectivement ce que disait Claude-Emmanuel Truc. Yves Lichtenberger, qu'on connaît bien dans la maison CFDT, appelle ça l'angle mort du syndicalisme. C'est-à-dire que si vous faites un triangle entre finalement l'employeur, le salarié, et puis le client ou l'usager, on pourrait faire le même type de raisonnement finalement au niveau des fonctions publiques. Il y a deux côtés du triangle sur lesquels on s'est quand même bien intéressé. Vous imaginez entre l'employeur et le salarié, le lien de subordination, ça fait des années qu'on traite de cela. Bien, entre, on va dire, l'entreprise, l'employeur et puis son environnement, parce qu'il y a des clients, il y a des usagers, il y a des fournisseurs, oui, on s'y est intéressé. Nous, à la CFDT, un peu plus que les autres. Et puis, la base du triangle, là, entre le salarié et puis le client. Ça, c'est un élément clé. C'est cet angle mort dont parle Yves Lichtenberger. Si on ne s'y réintéresse pas, ça veut dire que la question des attentes, la question des nouveaux besoins, la question des usages, c'est pas une préoccupation. Alors, c'est un peu caricatural de dire ça. Vous prenez l'exemple de la fonction publique hospitalière. Quand une infirmière vous dit « je passe finalement 60% de mon temps, non plus à dispenser des soins, mais à rendre compte », elle est dans une voie du triangle qui est le lien de subordination avec son employeur. Elle n'est plus finalement avec le bénéficiaire, avec l'usager. Comment le syndicalisme, il attrape ça? Comment il attrape ça et comment il travaille ça? Et est-ce qu'il en fait d'ailleurs un contre-pouvoir pertinent à une logique quelque part de surgestion, comme dit Francis Gainsbourger, ou une approche surgestionnaire, où la seule rationalité finalement du pilotage par les coûts, et pas par la valeur, la seule rationalité finalement de la réduction aussi de ces coûts, de l'industrialisme, on parle même parfois de rationalité industrialiste, parce que tout doit être normé, et ce sera ma conclusion, c'est que celui qui est en face de l'usager et du client, je prends l'exemple de ce que nous dit Catherine Villard, elle est membre de notre bureau national. Elle nous dit « je passe 90% de mon temps à faire de l'ajustement ». Et là, je rejoins le dernier point autour de la question du rôle du salarié, mais aussi des managers. Et bien, quand on passe 90% de son temps à faire de l'ajustement, c'est quoi l'ajustement? C'est entre le prescrit et le normé, et simplement pour répondre à une demande et à une attente. Parce que si je ne contourne pas la règle, et si je ne fais pas ce type d'ajustement, il n'y a plus de continuité de service, il n'y a plus de qualité de service. Alors moi, je pense que si effectivement on va jusqu'au bout de cette logique, alors là, je fais un pari, c'est que le dialogue social, il ne sera plus du tout institutionnel, comme il l'est effectivement aujourd'hui. Parce qu'on repartira des réalités, de la vraie vie, et c'est ça qu'on portera. D'ailleurs, je parle souvent du dialogue professionnel, mes petits collègues le savent très bien, avant même de parler du dialogue social, et je dis il faut articuler les deux. Mais c'est même plus qu'articuler. Je pense qu'il faut d'abord avoir un dialogue sur le professionnel et sur cette ce matériau-là pour le porter. D'ailleurs, je pense que très franchement, si on fait ce travail-là, nous, en tant que syndicalistes et en tant que CFDT, on mettra un marqueur supplémentaire par rapport aux autres organisations. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, il faut y aller.